travail, je crois que ce serait intéressant si on pouvait créer dans notre société, à partir de la rentrée, un champ de recherche sur l'identité féminine au risque des années 70. Ceux qui savent faire des comptes, voilà. Comment est-ce que le miroir tient après les années 70? Il y a eu beaucoup de casse sur les miroirs de fer. Bon, je vous laisse méditer sur les années 70. Alors, je viens sur le bébé. Peut-être qu'on pourra passer du bébé à la vieille dame. Voilà. Tout d'abord, un mot sur l'argument magnifique de ces journées. L'argument parle de pulsion de destruction. Il s'agit là d'un terme que Freud emploie pour désigner la pulsion de mort en tant qu'orientée vers le monde extérieur. La pulsion de mort se détourne de la personne propre en raison de l'investissement de celle-ci par la libido narcissique, se dirige vers le monde. Lacan en parle dans le séminaire sur l'éthique, mais c'est surtout Pierre Grossman qui l'a beaucoup cité en présentant un texte de Bernfeld, toujours dans ce même séminaire. À propos de pulsion de destruction, Lacan, dans ce même séminaire, on est en mai 60, parle aussi d'une volonté de destruction et il la sauve un peu en disant que ça peut être une volonté de renouveau, de recommencer. Alors ça m'a pensé à la façon dont Charles Melman a terminé les journées de Fès de Idriss, en proposant que quand ces jeunes qui se sont engagés dans l'œuvre mortifère de Daesh, on puisse les recevoir en ayant ça en tête. Qu'après tout, ils proposaient peut-être un projet nouveau, qui était à ce point mortifère, on peut peut-être proposer d'autres projets nouveaux. Alors, si je me permets cette digression, qui est loin de mon propos d'aujourd'hui sur les bébés qui commencent un autisme, c'est parce que cela permet d'introduire la suite de la réflexion de Lacan sur pulsion de vie, pulsion de mort, qui fait le biface des pulsions sexuelles partielles en général. Alors, je vais vous raconter des vieilles choses, parce que ça va faire bientôt 25 ans. C'est grâce d'ailleurs à nos amis de l'association. Dorjeuil avait organisé quelque chose qui s'appelait le dictionnaire à l'époque. Quand on travaillait un sujet, on pouvait demander à nos camarades de regarder si ce qu'on travaillait était bien écrit dans Lacan. Et c'est comme ça que j'ai proposé une théorie lacanienne de la pulsion, et ce qui a été à la base d'une recherche qui est très haute, qui est une recherche sur 14 000 bébés, 600 médecins, une vingtaine de chercheurs, dont des ingénieurs statisticiens, et on devrait avoir dans une semaine ou deux la réponse de la revue Child Psychology, Child Psychiatry, qui est une revue anglaise avec un impact facteur de 6, qui est énorme. Il faut savoir que l'ABA a déjà pris acte du fait, aux États-Unis, du fait que c'est sûr qu'on peut les évaluer à 4 mois. Et le problème, c'est qu'ils nous ont fait remarquer que c'était un champ juteux du point de vue financier, ce qui ne nous était pas passé dans la tête. Et ils se sont mis à publier des formes de traitement de ces bébés pour pouvoir emboliser le marché. Et il faut que nous soyons assez au clair de quels sont nos concepts pour soigner ces bébés, pour que nous ne nous fassions pas complètement virer. Et c'est là que le concept de narcissisme nous est très intéressant. Je dois dire que quand j'avais écrit cet article, j'avais terminé par ce qui était écrit, c'est-à-dire que j'avais remarqué, parce que c'est très très clair dans le séminaire 11, si on découpe, parce que Lacan évidemment est un très pédagogue, si on découpe sur les différentes leçons qu'il dit sur la pulsion, que pour lui, la pulsion sexuelle, puisque pour lui il n'y a que de pulsions sexuelles partielles, les autres ne sont pas des véritables pulsions, que elles ont toujours une affinité avec la mort, et que dans cette affinité avec la mort, on ne peut plus distinguer cette question de pulsion de vie et pulsion de mort, c'est un même biface, c'est-à-dire qu'il
il en finit avec la deuxième théorie des pulsions de Freud. Donc pour lui, toutes les pulsions sexuelles s'articulent au niveau des significations dans l'inconscient et font surgir la mort. Mais s'il récuse la deuxième théorie des pulsions, comment on sait que la première, il l'avait récusée aussi, puisque pour lui, il n'y a pas de pulsion du moi, les pulsions d'autoconservation, il les vire du champ pulsionnel, il l'a fixé. Il fait un autre dualisme, alors lequel? Il y tient un dualisme. Et bien, il y a le champ pulsionnel et le champ narcissique de l'amour, dans lequel toute la question d'autoconservation, toute la question de ce qui s'appelait les pulsions de conservation du moi, mais aussi le narcissisme, vont se retrouver ensemble. Et alors, c'est là, je me suis retrouvée à l'époque, sans savoir quoi en faire, avec cette histoire d'opposition entre champ pulsionnel et champ narcissique de l'amour. Et pour lui, dans ce champ narcissique de l'amour, pas de trace de véritable pulsion. Le ich est non pulsionnel. Alors, tandis que, bien sûr, la pulsion montre ce mouvement circulaire, il y a cette poussée, il y a quelque chose qui va aller crocheter dans le champ de l'autre sa jouissance, de l'autre avec un grand A. Et bon, c'est là-dessus que s'est basée toute la recherche pré-haut. Non seulement les signes qui permettent de repérer qu'un bébé va devenir autiste, mais aussi les outils pour le soigner. Et je reviens encore un peu là-dessus, vous verrez pourquoi c'est important. Donc, la pulsion, eh ben, il faut la distinguer radicalement du champ narcissique, même du s'aimer à travers l'autre, parce qu'il n'y a pas là-dedans cette circularité qui va laisser une béance. Vous allez me demander, je vous demande un peu de temps pour vous montrer cliniquement cette affaire. Alors, je crois que je ne vous parlerai pas tout de suite d'auto-érotisme. Si on a le temps, on en parlera. Mais de la même façon que nous pouvons mettre très en doute l'existence d'un narcissisme primaire qui ne serait pas construit dans la relation à l'autre, la notion d'un auto-érotisme inné est tout aussi discutable. On verra si on a le temps à la fin. Ah, pardon. Je vais vous parler donc j'arrive avec cet article tout près, et donc ça on doit être en 95, on est en 95 après. Et les Brésiliens qui lisent comme ça dans ligne à ligne, les collègues lacaniens me disent: mais pourquoi, à quoi tu crois que ça peut servir, cette histoire d'opposer le champ narcissique de l'amour contre le champ pulsionnel? Et je leur avoue que je ne sais pas. Et si je ne savais toujours pas, je ne me serais pas proposé de vous en parler. Et puis, l'année d'après, mes collègues italiens, on travaille beaucoup avec l'équipe de neuropsychiatrie de l'enfant. En Italie, il n'y a pas de division entre neurologie et psychiatrie comme en France. L'équipe de PIS, la faculté de médecine de PIS, ce sont les premiers qui ont énormément travaillé sur les films familiaux des bébés devenus plus tard autistes. Et ils sont devenus des experts mondialement reconnus. J'ai beaucoup appris avec ces films familiaux, et donc ça doit être 96, il m'envoie un film en disant: ce bébé-là, il nous désorganise complètement. Tout ce qu'on a pensé sur les bébés qui allaient devenir autistes, et bien ce bébé, je ne sais plus comment je l'ai appelé là, ce bébé, il nous fiche tout en l'air. Et ça va tellement bien, et comme à l'époque, ce que je disais passait pas, et ça passait pas, non pas qu'il ne voulait pas m'écouter, mais entre Filippo Muratori, qui est lui à la chaire, et son professeur assistant, qui est Sandra Maestro, qui est psychanalyste à l'IPA, et d'école anglaise. Alors quel est le problème d'être d'école anglaise? C'est la traduction que Strachey a donné de pulsion. Il a mis instinct. À partir de là, évidemment, les Anglais ne peuvent même pas comprendre en quoi
travailler la théorie de la pulsion, ça sert à quelque chose pour les bébés. Parce que les bébés qui survivent, qui se développent, qui grandissent bien, leur instinct, ça va bien. Donc on a des problèmes de traduction entre les Anglais et les Français, qui ne sont pas la langue, mais la traduction des concepts. Donc j'avais beaucoup de difficultés à l'époque à faire passer cette proposition d'utiliser la théorie de la pulsion pour repérer les bébés qui ne se feraient pas au troisième temps l'objet de la jouissance violente autre, parce que c'était incompréhensible, le concept de pulsion. En France, il n'y a aucun problème, quelle que soit l'école psychanalytique. En Angleterre, oui. Vous verrez après pourquoi ce bébé les a beaucoup angoissés. Et ce bébé, il y avait un fragment de film qui m'a fait dire, mais attends, Lacan a trouvé un truc génial en opposant le champ narcissique de l'amour au champ pulsionnel. Je vous montre. C'est un bébé, donc, qui va devenir autiste, on le sait. Hein. C'est des films que les parents ont fait à la maison. En Italie, les gens filmaient énormément les bébés, ça c'est avant les téléphones portables. Et les bébés normaux, tous les bébés étaient filmés. Et nos amis italiens, quand ils recevaient à 3 ans, 3 ans et demi, pour des diagnostics ces bébés-là, demandaient aux parents les films, systématiquement. Et ce bébé-là, moi, la scène qui m'a retenu mon intérêt, c'est celle-là. Facci un po' vedere, così bravo, dai, 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 evviva Matteo, evviva Matteo, Matteo, evviva Matteo, grande Matteo, bellissimo, sei bellissimo, sei bellissimo, sì, 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 sì. Grande Matteo. Alors, ce très beau bébé devient autiste. Et c'était, pour moi, la question était, est-ce qu'il présente les signes préaux ou pas? Parce que ça, c'est narcissique phallique, vous êtes d'accord? C'est une superbe érection narcissique phallique, tenue par la voix du père qui n'arrête pas de parler. Et il n'arrête pas de parler parce que sinon le bébé tombe. Or, moi, ce qui m'intéressait, c'était donc d'aller voir le film depuis le début. Et au début, c'est un bébé légume. Voilà, avec deux parents. Matteo. Voilà, on l'appelle, vous allez voir qu'on l'entoure de beaucoup d'amour. Eccolo, il peluccione. Guarda, mi piace, oh mio bimbo. Sì, mi piace fare Mi piace, al mio bambino. Poi la prossima volta portiamo anche tutte le paperine al mio bambino. Sono fatte le giorni Noi ci abbiamo pensato, è vero. proprio la testina. Alors, ils s'animent l'un l'autre, je ne sais pas si vous avez vu. Ils sont dans cette exaltation permanente qui leur donne une prosodie assez belle, parce qu'il y en a un qui soutient l'autre. C'est très souvent les parents s'écroulent, parce qu'il faut qu'il y en ait un qui soutienne l'autre. Et ça a des effets. Vous allez voir que c'est un bébé qui répond. Répond, ce n'est pas se faire au troisième temps du circuit pulsionnel. Troisième temps du circuit pulsionnel, c'est le bébé qui doit aller se faire écouter, se faire sucer le pied. Ce bébé-là répond, c'est pas pareil. Vous allez voir. Chi? Cosa dici? Come dici, amore? Cosa? Sgambetti? Cosa fai le bolle? Cosa fai le bolle? Amore? Matteo? 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 Ciao Matteo. Vous avez entendu les doigts? Parce que alors ça, on ne le voit jamais dans des bébés, avec des bébés normaux. Les bébés, en général, quand on leur parle, ils sont scratchés, sauf si un jour ils ont de la fièvre. Là, il est obligé de le rappeler, sinon il perd le bébé.
cosa dici? Cosa dici? Et il fait l'hypothèse d'un sujet. Sans arrêt, on l'entend dire, tu me dis quoi? Dis à papa, parle, qu'est-ce que tu me dis? Alors ce jour-là est très intéressant, c'est le jour où il a pu se tourner pour la première fois. Et alors c'est tout à fait intéressant parce que la mère, voilà, c'est comme s'il avait une équipe, il était un sportif et il a des coachs. Ils sont dans une grande admiration, ils le soutiennent narcissiquement à fond. Et c'est cette séquence-là qui a rendu mes Italiens très désorganisés. Je vais vous expliquer pourquoi. Il papero si rigira come se fosse non so cosa, Ciao, la rimettiamo che ti piace tanto a te? Sì. Sì. Rimettiamo via i clown che girano. Guarda, belli, papero. Ti piace? Alors, à l'époque, tous les Italiens avaient cette espèce d'abeille qui tourne. Et la mère dit, tu l'aimes, Junior, n'est-ce pas? Je vais te le remettre. Et dans tous les films familiaux de bébés devenus autistes, vous aviez des légumes qui refusaient le contact avec les êtres humains. Dès que ces petites abeilles étaient mises là, c'était un accrochage à l'objet, au bidule, extraordinaire. Et mes Italiens avaient basé leur observation pas sur des concepts psychanalytiques, mais là-dessus. Les bébés qui vont devenir autistes, s'il y a ce truc qui bouge, ils le préfèrent aux êtres humains. Or, celui-là regarde sa mère. C'è una moglie. Dimmi te se questa è la posizione normale, Sono belli, poverino. Ti piacciono? Ti piacciono, poverino? Sì. Non mi dire. Chi è? Guardatelo, guardate. Questo letto, la vuoi fatto stamattina? Cosa? L'ha rifatto tutto Guarda come si puntellano, cade. Alors, toute l'admiration, c'est que le matin, il s'est tourné. Alors, ils sont là en train d'attendre qu'il va se tourner. Ce qui est important, c'est que la mère lui dit « Raconte-moi que tu l'aimes, les petites abeilles ». Mais il préfère regarder sa mère, qui a cette voix d'admiration pour lui. Et les Italiens se sont dit « C'est pas possible. C'est pas possible, un bébé qui va devenir autiste ne peut pas regarder sa mère à la place des abeilles. » Parce que voilà, ce qui était classique, ça c'est un bébé devenu autiste, qui était un légume, et quand on lui mettait les mêmes abeilles, il s'éveillait. Il y avait quelqu'un d'inattendu, qui même s'adressait aux abeilles. Ça c'était ce qu'on avait comme habitude de voir. Vous voyez, il suit les abeilles très bien. Sa mère, jamais, aucun adulte, pas que sa mère, ni la mère, ni le père, ni les grands-parents, personne. Ça c'est Gerardo, ce monsieur-là. C'est pas le même, hein. Donc, mes Italiens étaient extrêmement inquiets parce que ça désorganisait toute leur théorie. Ils en ont trouvé quelques autres, je vais vous en montrer encore un, ce qui leur a permis d'inventer une nouvelle catégorie qui s'appelle les autistes late onset, qui ont commencé l'autisme dans un deuxième temps. Je crois que c'est une erreur. C'est simplement qu'ils n'avaient pas la possibilité de distinguer le champ narcissique de l'amour du champ pulsionnel. Dans le champ pulsionnel, ils n'y sont pas. Je vais vous en montrer un dernier. Celui-là. Attendez, je vous le refais entendre. Ça c'est sa grand-mère qui le reçoit. Il adore. Elle lui dit bravo parce qu'il commence à marcher. Et elle est émerveillée. Cette même grand-mère a fait quelque chose qu'on voit pratiquement dans tous les films familiaux de bébés devenus autistes. On ne les voit pas tous aller dans les bras de la grand-mère. Hein. C'est qu'elle a essayé de jouer une sexualité infantile pulsionnelle au niveau des petits pieds. Elle a essayé de faire ça. Le narcissique marche bien chez ces garçons, vous avez vu? Et pour ce qui en est d'une pulsionnalité, des pulsions sexuelles partielles où monsieur donnerait son petit pied à manger à maman ou à la grand-mère, mais il ne comprend même pas de quoi il s'agit.
Et pourtant, elle lui fait des chatouilles, comme Lacan dit qu'il faut faire. Elle dit Lacan que la mère enseigne la jouissance à son enfant parce qu'elle plonge ses racines elle-même dans la jouissance. Il faut faire attention, mais la grand-mère essaye. Pareil, la mère est complètement déprimée de voir ce jeune homme dans les chutes. Et la grand-mère essaye de lui faire des chatouilles. Ça ne mène à rien. Et elle essaye un bon temps. Je vais juste vous montrer une scène que tout le monde ici connaît, je crois. C'est une mère avec un enfant qui va bien. Et vous allez voir que ça, c'est pas narcissique. C'est vraiment pulsionnel. Elle l'excite, pareil. Celui-là, il est tout de suite là. Et qu'est-ce qu'il fait, ce monsieur? Ben, il fait le troisième temps du circuit pulsionnel. Vous connaissez cette scène? Je vais vous la laisser tourner pour vous montrer l'articulation avec le narcissisme. Pour l'instant, pour moi, c'est complètement pulsionnel. Ce bébé se fait l'objet, se fait sucer le pied. Dans sa pulsion orale, il a parfaitement lu le séminaire. Et là, maman a lu le séminaire 18. Ça chauffe, je croque. Avant que ça n'aille à la flambée, Lacan parle comme ça, il dit que la mère commence par la chatouille, elle enseigne la jouissance, il faut faire attention de ne pas aller à la flambée. Eh bien, elle enseigne la parade à son petit garçon, c'est-à-dire qu'elle va dégager du plan purement pulsionnel et passer au plan narcissique phallique. Bravo, dis donc, tu attrapes bien tes pieds, toi. Bravo. Ça rafraîchit. On est dans un plan narcissique phallique, mais il vient articuler sur un plan pulsionnel. Chez le jeune homme que vous avez vu, les deux jeunes hommes d'avant, il peut y avoir du narcissique phallique, il n'y a aucun pulsionnel. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer à mes Italiens. Il n'y avait pas besoin de faire une deuxième catégorie. Si on a une poussée là en bas, je sais pas, cette poussée, chez un bébé qui va bien, elle veut aller crocheter en S de grand tabaret la jouissance de l'autre. Le bébé a ça de façon innée. Alors, pourquoi dans certains cas ça ne marche pas, on pourrait en discuter, mais c'est peut-être pas tout à fait ça, puisqu'ici c'est pour discuter la question avec le narcissisme. Donc voilà, ça c'est la poussée, le trésor des signifiants, la signification et la jouissance, c'est ça qui m'intéresse. Vous avez vu ce petit garçon aller crocheter la jouissance au champ de l'autre. Alors, maintenant, est-ce qu'il y aurait juste pour continuer les questions que nous nous posions par rapport à la féminité, on peut se les poser par rapport à la question du bébé. Est-ce que le stade du miroir correspondrait à un narcissisme primaire? Lacan l'affirme dans les deux premiers séminaires. Il en parle plus. Eh bien, je pense que c'est une erreur de sa part, parce que je pense qu'il était resté figé sur une conception gestaltiste du stade du miroir, dont Vallon parle. Il y a plusieurs étapes, dit Vallon, dans cette histoire de... Regardez, ce bébé est un bébé normal. Il est juste trop petit pour le stade du miroir. Sa maman le regarde, il est en relation avec une autre image d'un petit semblable. Il n'y a aucune jubilation, aucun retour sur celui qui le porte. Il y a les deux parents, même s'il veut, il a le choix. Il y a le père qui est en train de filmer, maman qui le tient érigé, verticalisé. Et ça ne suffit pas pour créer du stade du miroir. Ce même bébé le fera, mais 2 mois après, 1 mois et demi après. C'est trop tôt. Donc, cette jubilation dont parle Lacan, elle n'est pas produite, et je vous montrerai après que l'évolution de l'œuvre de Lacan nous montre que c'est intrinsèque même à l'évolution
de son œuvre que de dire ça. Elle n'est pas produite par le fait qu'il voit ériger la figure de son semblable. Rappelez-vous que Lacan s'était intéressé à la maturation de la gonade de je ne sais plus quel oiseau, le pigeon, qui avait besoin de voir un semblable et clac, ça marchait. Celui-là, il voit un semblable, ça ne fait rien du tout, et tous les bébés sont comme ça. Pour ça que c'est le seul moment qui demande un temps. Vallon parle de ces différents temps, et là, ce bébé, il n'y est pas encore. Je vais vous en montrer un autre. C'est une demoiselle qui a 5 mois, et elle y est en plein. Et la question pour nous va être de savoir si dans le stade du miroir, c'est sûr que la question du narcissisme phallique se pose, y aurait-il des éléments pulsionnels aussi? Je vous montre la jeune fille. Elle a 5 ans. Alors, qu'est-ce qu'elle voit dans le miroir? À mon avis, ce n'est pas son semblable comme le bébé d'avant. Ce qu'elle voit, c'est le brillant dans les yeux de la mère, le sourire extraordinaire de sa mère, et là, elle peut le repérer. Quelle est source de la jouissance de sa mère? Donc la question pour moi se pose, je ne sais pas l'articuler mieux que ça, là on a un narcissisme qui s'articule peut-être quelque part, c'est des questions pour moi, avec une pulsionalité, ce qui me paraît évident, et ça va être la question pour nous les femmes après 70 ans, la question qui va se poser, parce qu'ils n'ont pas entendu, la question qui va se poser, c'est qu'est-ce qu'on voit dans le miroir en tant que semblable. Alors, le texte du stade du miroir avait été discuté par Winnicott. Il avait été discuté par Winnicott après le séminaire du transfert. Et je pense qu'au transfert, Lacan avait déjà pigé quelque chose, mais il ne discutait plus avec Winnicott. Winnicott dit que ce n'est pas possible cette histoire de miroir. Ce qui permet la constitution du narcissisme bébé, c'est le regard de la mère. C'est le regard que le bébé voit dans sa mère. Bon, je crois que plus tard, Lacan est tout à fait là-dedans. Alors ça veut dire quoi? Et pourquoi vous citiez Bergès, là, pourquoi Jean Bergès disait que ce n'était pas possible un narcissisme primaire ou originel qui ne serait pas pris dans l'autre? C'est que dans notre groupe de travail, nous qui nous occupions de petits, Bergès, Balbo, Laesne, Duchamp, on avait une façon fausse, erronée, de lire le schéma de Boisse. Et cette façon erronée nous arrangeait. Ce n'était pas celle que Lacan pensait, parce que Lacan il pensait dans l'intrapsychique, il était encore dans quelque chose d'une conception liée à la question de la Gestalt. Et donc, quand dans son schéma de Boisse, on mettait un objet réel, alors je dois vous dire que Balbo le dessinait carrément comme un pot de chambre, et qu'il y avait des fleurs cachées, alors Balbo dessinait la couronne de Ris Majesty pour introduire le narcissisme, et on se retrouvait avec un pot de chambre et un bébé avec une couronne, c'était pour introduire le narcissisme. C'était la préforme de l'image spéculaire. Dans le tressage, c'est le temps 2 du tressage, et ce n'est pas le temps 5 du tressage, qui est celui proprement du schéma optique, du stade du miroir. Pour nous, cet œil, c'était l'œil de l'autre, d'emblée. On n'avait pas, pour nous, ce n'était pas intrapsychique. C'est l'année dernière, en travaillant un peu mieux pour les séminaires d'été, que je me suis aperçu qu'on l'avait tous lu de travers. Et ça nous aidait. Donc pour nous, c'est ça, c'était ça le temps qu'on vient de voir. Les parents émerveillés devant le bébé investi narcissiquement de cette auréole de Ris Majesty des bébés. Et donc, pourquoi je dis que je pense que Lacan a réglé cette affaire? Là, on est dans le séminaire de l'angoisse. Je l'ai un peu mieux arrangé. Le dessin de Lacan est moins beau, hein, mais c'est ça que ça veut dire. Qu'est-ce qu'il dit Lacan? C'est que dans le miroir blanc, quand on se regarde, on ne voit pas l'objet de l'investissement phallique narcissique. Et alors là aussi, l'objet A
parfois est l'objet de la pulsion, parfois l'investissement phallique narcissique, c'est jamais très simple, on s'embrouille, merci, c'est à nous de mettre l'ordre qui peut nous être utile cliniquement. Dans le miroir, on se voit en moins fille. Alors ça, c'est une expérience commune à la question de la féminité, juste pour embrayer sur le travail précédent. Je pense que les jeunes filles, quand elles se regardent dans les miroirs des boutiques, elles se voient très narcissisées parce qu'elles entendent « fiou-fiou » dans les rues. À partir d'un certain âge, on n'entend plus « fiou-fiou ». Alors on demande au miroir « Miroir, mon miroir, dis-moi qui est la plus belle » et répond « Ta fille » ou la maîtresse de ton mari, ça dépend. Alors, c'est quelque chose que, quand je voulais expliquer aux médecins de PMI mon affaire par rapport, pour qu'ils repèrent pour les bébés l'affaire, je leur partais de là. Je disais, dans le miroir le matin, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit qu'on a une ride, qu'il faut qu'on ait un bouton, qu'il faut qu'on aille chez l'esthéticienne, qu'on a, à partir d'un certain âge, qu'on a des racines d'horreur. Si on voit une copine, vous croyez qu'en tant que miroir blanc, c'est mieux? Pas du tout. Elle dit, tu travailles trop. Ah, il faut que tu t'épargnes, là, ça va pas. Donc, le seul qui peut soutenir notre narcissisme de femme, c'est l'amant mari, quand on a de la chance que ce soit le même, parce qu'on lui dit, t'as vu ma tête, t'as vu? Oui, t'es très belle, ma chérie. Bon, ça restitue ce regard narcissique phallique dont on a tant besoin. Et qui, vous voyez, ça c'est du Lacan. Donc ça montre bien que c'est pas l'image du semblable, que c'est un autre qui permet que ça soit phallicisé, sinon on n'y arrive pas. Alors je voulais juste une seconde, deux toutes petites images de séquences de films. Celui-là a été tourné c'est le petit garçon algérien. Il était très autiste, il n'avait aucun contact avec le miroir. Or, le miroir vient dans l'après-coup du fait qu'il s'est fait le cuisinier qui offre une jouissance orale à sa mère à longueur de journée, à la crèche pareil. Il offre à toutes ces dames des jouissances orales parce qu'il fait à manger, il offre à toutes ces dames. C'est après que le miroir vient. C'est qui ce bébé? C'est qui c'est dans le gazon? Tiens, maman, j'ouvre la bouche aussi pour que tu... Et la mère, comme vous voyez, il n'est pas avare sur sa jouissance. Il y a des gestes très délicats. Vous avez vu des petits gestes. Il fait ça à la crèche tout le temps, c'est-à-dire qu'il a décrété qu'il sait faire jouir toutes ces dames et il se fait leur cuisiner et leur offre à manger. Et c'est tout à fait traditionnel, ça. Je vous montre une autre petite fille que je n'ai pas encore publiée, qui vient de commencer à pouvoir systématiquement se faire la cuisinière de maman. À partir d'un certain âge, on ne donne plus les pieds et les doigts, on donne à manger avec la petite cuillère. D'ailleurs, les cognitivistes ne s'étaient pas trompés parce qu'ils avaient découvert que ils avaient appelé ça la capacité de faire semblant. Ils avaient dit si un bébé de 18 mois n'est pas capable de faire ça, il est en danger d'autisme. Ils ne savaient simplement pas que c'était pulsionnel. C'était le troisième temps du circuit pulsionnel. Vous allez voir. C'est une autre maman merveilleuse qui se laisse tout à fait nourrir. Et cette petite fille accepte. Vous allez voir. Et c'est tout de suite après. Elle cherche sa cuillère. C'est ça, oui! Tu te fais grande dans la classe! Pour la grande jouissance de la psychanalyste lacanienne. Vous imaginez pour une lacanienne. Mais ce miroir vient dans l'après-coup de cette histoire pulsionnelle. Alors, ça a des conséquences, cette affaire, parce que la question est comment on travaille en séance. Être dans l'admiration du bébé, du petit qui fait des choses merveilleuses, c'est très bien.
ça va le faire le soutenir narcissiquement, phalliquement, mais ça ne changera pas profondément la question de la structure. Juste pour enchaîner sur la discussion qui vient d'avoir juste avant, pour moi, le stade du miroir dans la tresse, c'est quelque chose, cinquième présage, et c'est l'imaginaire qui vient suppléer à ce réel de l'organisme qui ne tient pas encore tout à fait libre. Et ça précède en termes logiques le moment d'après, qui est le moment où se joue le nom du père et la résolution, l'entrée dans l'édipe pour le garçon, l'entrée dans l'édipe pour la fille, pardon, et la sortie de l'édipe pour le garçon. Et c'est ça qui permet qu'il y ait éventuellement un nuage borroméen. Voilà. Ça, c'était juste pour discuter ce que vient de dire notre ami. Et donc, moi, je reste sur la proposition d'un groupe de travail sur la question de l'identité féminine des années 70. T'entends plus, Marie-Christine. Hein? Parle plus fort. L'identité féminine au risque des années 70, si vous voulez bien. On passe du bébé aux 70. Voilà, c'est tout ce que je voulais Ah, c'est dire. bien. Oui, la presse, et si j'ai bien compris, quand même, une relative indépendance est même temporelle. Hein? Pas chez l'être humain qui va bien. Par chez l'être humain qui va bien, Les choses se mettent en place tout de suite. C'est chez le bébé malade, on peut voir un dénouage entre les deux chambres. voilà, un qui marche sans l'autre et la catastrophe que c'est. Donc au fond, la catastrophe ne serait pas les pulsions de mort en opposition aux pulsions de vie. Ça serait un narcissisme qui ne serait pas arrimé à la pulsion. Ça pourrait produire une certaine forme d'autisme. Bien, je vais laisser la parole à notre discutante Catherine Ferron. Christine, merci encore. Dans le micro. Je suis là, oui. Merci encore pour tes présentations tellement pédagogiques, on va dire, quand même, sur cette manière de travailler, de nous montrer comment tu travailles, et de nous montrer, nous vivons ce qui se passe, en effet. Alors, moi, je voulais poser une question, en fait, peut-être un peu compliquée. Qui se rattache à ce troisième temps du se faire. Parce que, effectivement, j'ai lu ton article dans le discours numéro 10. C'est vraiment un article formidable qui aboutit à cette conclusion-là, que je vous recommande. Parce que vraiment, on y suit tout Freud d'abord, dans le Real-Ich, dans le Lust-Ich, et ensuite la manière dont Lacan transforme ça et simplifie les choses d'une certaine manière. Et donc, moi, je me suis posé une question en rapport avec ce troisième temps et l'Avermagnon. Parce que il y a un moment où les objets sont perçus d'une manière passive, non pulsionnelle. Des objets qui viennent du monde extérieur. Et je me demandais quand même si cette question du ce qui est en moi, ce qui est bon pour moi, puisque le se faire, c'est le se faire du bien, ce stade narcissique, ce troisième temps de la pulsion.
Est-ce que ça a un rapport, est-ce que ça aurait un rapport avec justement ce moment, cette Béyaou, où l'enfant, dans l'article de Freud sur la dénégation, où l'enfant, par le jugement d'attribution, se dit « je prends le bon en moi et ce qui n'est pas bon, je le recrache ou je le laisse hors de moi ». Parce que Lacan s'était appuyé pour parler de la pulsion plusieurs années avant sur la dénégation, ainsi que tu le dis d'ailleurs. Et donc j'ai eu le sentiment d'un rapport entre ce troisième temps de la pulsion et en même temps l'intervention de cette opération de la Vernagnon. Je ne sais pas si je suis très claire parce que c'est une question difficile, mais c'était pour complexifier un peu plus. Tu essaies de répondre. Oui, je peux essayer. Je te remercie beaucoup parce que j'ai essayé de simplifier, en effet, au maximum pour rentrer dans 35 minutes et vous faire un parcours. Et une chose qui est claire pour Lacan, c'est que la seule chose qui dépasse le principe du plaisir, c'est la pulsion. La pulsion, elle suppose du onus. Il le dit clairement. Et la pulsion, ce n'est pas nécessairement narcissique. D'abord, ça c'est clair. La pulsion, c'est pas nécessairement Narcissique. narcissique, non, c'est pas. Ce que... Tu avais dit Unlust. Voilà, le Unlust, c'est-à-dire que quand il y a du pulsionnel, c'est qu'il y a la possibilité de supporter le... C'est-à-dire en français Le déplaisir, c'est presque pas assez fort. C'est du non-plaisir. Alors, qu'est-ce qui serait insupportable du Unlust pour un bébé qui ne rentre pas là? Qu'est-ce qu'elle dit, cette mère, dans le troisième temps de cette pulsionnel? Elle dit, on mangera du bébé comme ça. Je croque. En quoi elle est complètement consistante avec le texte des 3 essais de Freud, 3 essais sur la sexualité. Quand il parle de pulsion orale, il dit qu'il y a des fantasmes de dévoration, fantasmes inconscients. Et bien chez ces bébés-là, il y a comme un excès d'empathie, un manque de filtre. Ils se prennent la dévoration en plein pot. C'est-à-dire que l'ambivalence maternelle, la complexité, et ils la prennent en plein pot et c'est trop dangereux. Voilà une hypothèse que je n'importe. Hein. Mais que eux, c'est pas possible de rentrer dans ce Unlust. Il va falloir un travail spécial pour qu'ils puissent tout d'un coup être capables d'entrer dans ce Unlust radical qui est la pulsion. Et dans le séminaire 11, il fait même montre comment la pulsion, elle vient mordre sur l'aspect du déplaisir et permettre de supporter des plus grandes quantités d'excitation. Et la difficulté que tu poses, c'est que ce qui fait que l'objet de la pulsion puisse ne pas être terrifiant, que la pulsion de dévoration ne puisse pas être terrifiante, c'est qu'elle est déjà prise comme partie pour le tout, c'est-à-dire qu'elle est déjà, comme dirait Lacan, elle ne représente que partiellement la chose. Et donc, c'est comme si la fonction phallique de castration était déjà en place pour que ce ne soit pas du patou dévorant, du patou. C'est ça qui est difficile de distinguer. Ah ouais, mais elle est en place, tu t'imagines, chez l'adulte. C'est-à-dire que quand le bébé se donne à dévorer, il donne un petit bout. Voilà. C'est la partie pour le tout. C'est pas. S'il peut le faire, c'est qu'il sait qu'il ne se fait pas manger. Ouais. Donc comme s'il y avait déjà quelque chose de métaphorique en place, enfin, pour lui. Alors tout le travail... Et comment envisager cela indépendamment de la fonction phallique? C'est peut-être pas métaphorique. Voilà. Et tu vois, les deux viennent ensemble, c'est-à-dire que, en tout cas, ce bébé que tu as vu, il reçoit la fonction phallique. Mais c'est une fonction phallique imaginaire. Est-ce que c'est vraiment la question du phallus en tant que celui qui organise la castration? Alors, en tout cas, quand j'arrive à faire basculer le 2 bébés de mon sein, là, je n'ai pas tellement changé les parents. Ce qui est quelque chose qu'il a expérimenté, ce bébé, effectivement, c'est quelque chose d'assez
magnétisant, c'est d'arriver à découvrir qu'il est la source de la jouissance de l'autre personnellement. Mais c'est une expérience qui doit se jouer comme ça dans une soupe presque. Et c'est pas tellement parce que je joue contre la montre que j'ai le temps de changer structurellement les parents. Et tu as vu cette mère qui se fait nourrir avec une petite cuillère. Là, elle joue le jeu. Oui. Elle l'avale pas entier, son bébé. Hein? Et C'est assez rare. oui. Et on le mangerait, tout ce bébé-là, on l'entend aussi. Mais c'est quand même... voilà. Et je voudrais donner la parole à Jean-Luc. Est-ce qu'on peut lui donner un micro? Et puis ensuite à Christian. Jean-Luc, il est là, micro. Bien. Merci beaucoup, Marie-Christine. C'était absolument passionnant et très intéressant. À propos du narcissisme primaire et de ton désaccord donc avec ce que dit Lacan à propos du narcissisme primaire dans les Notre désaccord, on était en groupe, hein. Mais on n'avait pas vu qu'on n'était pas d'accord. sur les donc ce qu'il en dit dans les deux premiers séminaires, qui irait tout à fait avec, il fait une autre remarque, donc il semble délaisser par la suite le narcissisme primaire, et il va refaire une remarque dans le symptôme, donc au moment où il est dans les séminaires topologiques, comme il le fait toujours, c'est-à-dire sans absolument pas en dire un mot de plus, mais il dit que le narcissisme primaire, c'est pas de rapport entre l'intérieur et l'extérieur. Alors, qui est quand même une remarque, enfin, à reprendre topologiquement, hein, sans doute, mais que je trouve très très importante, et notamment, par exemple, sur le premier jeune homme italien, ce temps où par ailleurs. Donc, voilà, le narcissisme primaire, c'est pas de rapport entre l'intérieur et l'extérieur. Peut-être moi j'aurais envie de dire, c'est pas de rapport avec mon intérêt pour le désir de l'autre. Bon, Ça veut dire qu'il y a deux rangs psychiques séparés. Oui, tout à fait. je reçois et je donne rien. Et, Je donne rien. oui, Non, mais c'est ce que tu disais, Marie-Christine. oui, mais c'est quand même, hein, à ce moment-là, on va dire deux registres différents. Deux registres psychiques séparés. Est-ce qu'on peut donner la parole à Christian? Ah, j'aimerais bien écouter Marc, parce Oui, que... mais attends, on va... Non, mais ça, on peut nous le réentendre comme ça, mais ce que dit la... Attends, Marc, le micro pour l'amour du ciel. Je veux t'écouter. Le symptôme, il dit que le narcissisme primaire, Parle dans le micro, s'il te le plaît. narcissisme primaire, c'est qu'il n'y a pas de distinction entre l'intérieur et l'extérieur. De dire pas de rapport, c'est... Oui, c'est pas qu'il n'y ait pas de rapport, c'est qu'il n'y a pas de distinction. Pas de relation. Oui, mais il semble dire qu'il n'y a pas de séparation entre l'intérieur et l'extérieur. Comment on traduit ça? Bon. Est-ce Attends, qu'on... Et c'est effectivement très étonnant de voir Lacan reprendre cette notion de narcissisme primaire après avoir semblé Totalement la délaissée. Alors, Non, mais il y a Christian Firens qui a demandé la parole tout à l'heure. Est-ce qu'on peut lui donner? Christian, tu veux parler? Bien sûr. Je trouve que c'est très convaincant votre exposé avec cette différenciation entre ce que vous appelez le dualisme. C'est-à-dire qu'on voit très bien dans les exemples qu'au fond, dans tous les cas, tous les enfants, d'une façon ou d'une autre, sont potentiellement dans ce mouvement narcissique, dans ce développement du narcissisme. Ça, je pense que c'est une illustration très claire de l'importance fondamentale du narcissisme. La différence, comment? Pas suffisant. Exactement. Je viens donc alors à cet autre aspect que vous mettez en évidence,
et que vous appelez le champ pulsionnel. Ce avec quoi j'ai quand même beaucoup de réticence pour admettre cela. D'abord parce que la pulsion chez Freud n'est pas du tout introduite en opposition à cela, mais au contraire sous-jacente à cela. Et que donc le narcissisme, c'est à partir du narcissisme précisément que toute la doctrine pulsionnelle, quelles que soient d'ailleurs les formes de dualisme, est développée. Et que donc, il me semble, enfin, du côté de Freud, certainement, et je pense du côté de Lacan aussi, ce que vous appelez le champ pulsionnel, me semble-t-il, relève d'autre chose, que vous avez d'ailleurs aussi repéré, comme le S de grand tabaret, qui est autre chose, qui est la suite possible et souhaitable, bien sûr, du développement du narcissisme des gens en jeu. Bien sûr, vous avez montré très, très clairement dans les exemples d'enfants qui vont devenir autistes, la panne qu'il y a dans ce développement-là. Mais il me semble qu'on aurait avantage à cerner cette différence plus par le S de grand tabaret que par un champ pulsionnel qui, à mon sens, est inhérent au narcissisme et est là tout à fait présent chez tous les enfants. C'est le ça, et le ça en tant qu'il est déjà, bien sûr, porteur de cette potentialité de développement ultérieur. C'est pas sûr, ça. Et Christian, est-ce que ça veut dire que quand tu parles de grand tabaret, c'est-à-dire que c'est le moment où rien peut être, c'est-à-dire que l'enfant est confronté à l'absence de réponse dans l'autre et peut constituer à ce moment-là l'hypothèse de cet objet pulsionnel qu'il va tout de même introduire comme réponse. Je me fais être cette... Exactement. Donc le pulsionnel arrive à ce moment-là pour constituer le fantasme du... peut-être le fantasme originaire du... Ce n'est pas parce que l'objet pulsionnel peut être mieux spécifié que le champ pulsionnel appartient à ce stade-là. D'accord. Jean-Jacques. Non, mais moi, c'est pour ça que je vous ai mis Lacan écrit comme ça. Hein. C'est parce que j'y croyais pas moi-même si je l'avais pas lu. Sauf que ça m'est utile. Voilà. Non, moi je soutiendrais plutôt, Christian, je soutiendrais totalement Marie-Christine dans la démarche inversée, même si elle est obligée de prendre à rebours certaines formulations de Freud, voire du premier Lacan. Et c'est bien, je trouve, que nous soyons capables de faire la marche en retour, quitte à faire surgir des contradictions dans les fondations premières, c'est bien. Parce que là, cliniquement, elle a raison. Moi, je crois qu'elle a fait la preuve depuis longtemps. Oui, mais c'est quand même le fait clinique, il faut qu'un jour on se mette d'accord. Ce qui fait foi quand même en science et en psychanalyse, c'est qu'au bout d'un temps, il y a quelque chose qu'on constate et sur lequel on a prise. Parce que sinon, ça reste totalement théorique. Tout à fait. À mon sens, ce qu'elle a désigné comme clivage, là, qui est précieux, un petit là qui s'érige au champ du narcissisme, ça paraît génial. Marie-Christine nous prévient que ça n'y suffira pas, parce qu'il y a un désaccordage d'un autre bord, qu'elle appelle, à mon avis à juste titre, du champ des pulsions. C'est ce fait-là qui est hyper précieux, parce qu'il semble que chez l'enfant normal, entre guillemets, parce que le mot n'est pas beau, chez l'enfant névrosé, apparemment cet accordage est là, par principe. Bon, c'est noué. Chez ces enfants-là, variés, qu'on appelle autistes ou psychotiques, bon, pour d'autres, il y a une question qui les désaccorde. Et tout son travail est d'être à l'intérieur de cet accordage, ce qui est merveilleux qu'on puisse dire que donc nous ne sommes pas simplement dans la sollicitation de l'érection narcissique, mais qu'il y a un travail technique tout à fait précis au rang de la pulsion. Moi, j'irais accompagner, quitte à reprendre des fondamentaux de Freud, on s'en fout, quel est le problème, voire même des formulations de Lacan. Parce que donc la psychanalyse est une science qui travaille, qui avance. Oui, enfin Jean-Jacques, il faut quand même interpréter le fait clinique. Par exemple, cet enfant qui s'érigeait, non mais cet enfant qui s'érigeait, il montrait que quand même il s'érigeait à condition de la voix du père en permanence. Oui, c'est pas un enfant qui se dressait dans son lit. Donc il faut l'avouer en permanence. Et donc il y a quand même quelque chose qui, même au niveau du narcissisme
ou diphanique, j'en sais rien, mais en tout cas qui était très dépendant d'un signe, il faut l'avouer. de la voix. Donc c'est quand même quelque chose qui n'est pas assuré non plus de ce côté-là. Non, mais la question n'est pas tellement de l'importance clinique de ce que Marie-Christine a développé, la question c'est sur l'interprétation de cela. Et ce n'est pas simplement une question de formulation freudienne, c'est une question de direction et de développement de toute la pensée freudienne qui est là-dedans, et de toute la pensée lacanienne. C'est pour cela que la question est importante. Et la question, moi je ne mets pas du tout en question la clinique qui est exposée. Je mets en question l'explication et l'interprétation qui me semble pas justifiée, parce que précisément cette pulsion et cette dimension pulsionnelle est tout à fait présente dans le narcissisme, et la différence se fait, à mon avis, au niveau de ce qu'elle a d'ailleurs parfaitement explicité, au niveau de, je dirais, ce grand cabaret, qui est autre chose, qui est un développement à partir d'une structure fondamentale déjà là. Est-ce que, Marie-Christine, tu souhaites répondre, et puis ensuite on va passer... Musique, On peut passer maintenant. Non, moi je pensais... Justement, par rapport à ce que disait Christian avant, quand il nous parle du moi sujet, ce moment où il se fait l'objet, c'est la naissance du sujet. Dans les termes lacaniens du séminaire dont tu parles, c'est le moment. C'est le. Enfin, la phanésis du sujet, c'est quand même un terme lacanien. Avant ce temps, il n'y a pas proprement de sujet. Voilà, c'est la mise en place d'un sujet acéphale. Hein, et on sent bien, moi j'ai trouvé que sentait bien l'intérêt de parler, comme l'a fait Christian, de moi sujet, parce que les deux choses là sont tout à fait, on sent bien le début de ce développement à cet endroit-là. Enfin, on voit bien qu'il y a un S barré grand D là de la pulsion, c'est pas tout à fait le même peut-être que le S barré poisson de petit A. Il y a peut-être là quand même un franchissement. Oui, réponds, et puis ensuite peut-être... Si je peux dire encore, oui. Encore un mot. Quand Lacan a tracé le graphe dans le séminaire sur le désir, il a commencé au moment où le désir du sujet rencontre le kévoï. Avant d'écrire S barré, poisson grand D, il a écrit grand A, poisson est indiscutable de petit D, c'est-à-dire la rencontre du désir du grand autre avant évidemment que ça soit mis en place. Ça c'est un moment évidemment tout à fait crucial, parce que ou bien ça ira vers la cession du petit A et la constitution du fantasme, ou bien ça va donner un certain type de rapport premier à l'autre dans lequel il va falloir se soutenir par un D ou par un autre. Dans les formations de l'inconscient, il construit ce graphe. Il part d'une histoire. Ça, c'est pour répondre à la deuxième partie de ce que m'a dit Firenze. Pour la première, Firenze Christian, si vous voulez bien, je vous envoie ce texte, ligne par ligne, qui avait été approuvé, comme on dit, par l'équipe du dictionnaire. Et je serais très heureuse que vous puissiez m'en indiquer des failles qui m'ont échappé, parce que c'est tellement important, ça, dans le travail avec les bébés, que ça serait œuvre de salut public. Mais par ailleurs, ce que vous dites sur le manque dans l'autre est tout à fait important. Quand il construit ce graphe, Lacan parle du familionnaire. Il raconte l'histoire de Heine qui, devant le juif pauvre qui a été coupé les ongles de son oncle riche, qui en plus se trompe en allemand et dit familionnard au lieu de dire familier, Lacan dit ou bien le code dit c'est hors code, c'est un con, en plus il est pauvre, il ne sait même pas parler allemand, ou bien il se laisse sidérer, c'est le mot de Heine, le poète, et illuminé par le fait qu'on ne peut être que reçu familionnairement par un Rothschild. Et c'est là, dans ce moment de surprise, lui, il utilise sidération. Hein. Il y a un grand moment de sidération, et après, oh, ça alors. Alain Didier-Valle est revenu à plusieurs reprises sur ça, parce que Lacan l'utilisait aussi. Il l'a utilisé avec moi aussi. Quand j'arrivais à le sidérer, à l'illuminer, j'aurais fait n'importe quoi pour réussir à le faire. Et c'est quelque chose de cet ordre que bébé rencontre, quand tout d'un coup il fait un truc, et on s'extasie. Dans l'extase, il y a cette sidération,
et cette lumière. C'est pas la même chose que quand on dit à un petit enfant bravo, tu fais bien, tu tournes bien. Il n'y a pas de manque chez celui qui dit bravo. Donc ça, c'était pour aller dans votre sens. Mais le narcissisme ne devrait pas être réduit à ce narcissisme imaginaire. C'est la question. Alors peut-être, c'est très intéressant. Donc il y aurait un narcissisme abîmé qui serait que imaginaire, au fond, on serait là. Bien. Allez, Michel. Attends, mais Je suis étonné que vous appeliez ça le champ du narcissisme, parce que ce qui me semble, je me trompe peut-être, mais c'est moi qui invente avec ce que vous nous donnez donc, le à champ voir, narcissique de l'amour, c'est lui. oui, avec ce que vous nous donnez à voir, moi, il me semble, je me demande si ça ne serait pas plus juste de parler de champ du transitivisme imaginaire, qui est un petit peu autre chose, ça me semble assez manifeste, puisque ce champ justement du transitivisme va être amené à se nouer à une autre dimension. C'est un appel à ce nouage. J'ai moins l'audace que d'autres de changer les mots de Lacan. C'est opposition du champ pulsionnel et du champ narcissique de l'amour. Je donne la référence tellement ça m'esbaudit. Bien, écoutez, je vous propose une petite interruption avant de reprendre. Et vous avez là les libraires qui vendent des livres intéressants écrits par nous.